Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adjo News Radio. Babacar, Buzz, Diédhiou et ses chroniqueurs. 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adjo News Radio. Participez par Skype en tapant Adjo News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Bonsoir chers auditeurs, on va commencer l'émission comme tous les lundis, les vendredis, les mercredis. Vous connaissez désormais la fréquence, en tout cas l'endroit, c'est sur adjonews.info. Vous allez dans radio et vous pouvez nous écouter. Sinon, avec votre smartphone, vous pouvez télécharger l'application Radionomie et après vous écoutez directement Adjo News. Merci en tout cas d'être là au rendez-vous et on le voit, vous êtes en train de nous écouter en ce moment et vous êtes 52 sur connecté, c'est la première fois qu'on a pu avoir ça. C'est peut-être l'émission qui vous chante, en tout cas c'est le débat qui vous plaît, c'est sur le Burkina, c'est le débat sur l'Afrique, ça vous a plu. Nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Ndiaga Diouf, donc mes chroniqueurs habituels on va dire, la dernière fois il n'était pas là, donc Ndiaga Diouf qui est travailleur social, militant engagé ici, qui réfléchit beaucoup à des questions africaines, puis aussi à des questions, je veux dire, nationales, notamment le Sénégal. Avec lui, j'ai souvent discuté des questions politiques. Aujourd'hui, notre invité, l'invité de marque, c'est la première fois, Amadou Gueye, donc qui est politologue, qui est aussi, pareil, un militant humaniste, que autour de la justice sociale, défendant des valeurs humanistes, de tolérance, de solidarité et universalisme. Donc, il aura l'occasion de nous en parler un peu plus sur lui. Et en ligne, nous avons Mas Badji, depuis Pologne, qui est militant d'un mouvement qui s'appelle l'Afrique autrement. Donc, ça tombe bien. Et Jean-Lucien Nguini, qui est de la République du Congo. Donc si je me trompe, vous me rectifiez effectivement sur les présentations, qui était là la semaine passée parce que le débat l'a plu et qui est revenu parce que les auditeurs ont demandé à ce qu'on reprenne le débat. Et nous allons revenir sur le Burkina. La dernière fois, nous avons parlé, la question c'était de savoir est-ce que c'est une révolution populaire ou un coup d'État. La question a été répondue. Est-ce que l'armée va reprendre, en tout cas usurper cette révolution? On en a discuté, c'est possible. Est-ce qu'il y aura d'autres peuples qui vont suivre, notamment d'autres pays, Cameroun, ainsi de suite, la liste était longue. C'était la question que nous avons débattue. Mais aujourd'hui, pour être un peu plus concret que ça, nous avons voulu débattre de la question, un plan de sortie de crise. C'est ça notre première question. Parce que aussi, comme Macky est allé, en tant qu'Africain, je pense qu'il y a possibilité d'aider les Burkinabés. C'est un peu prétentieux, mais on ne sait pas qui nous écoute et ça peut être des discours qui vont être écoutés partout. L'autre question, effectivement, Mas, pourquoi la CEDEAO, en tout cas, ces organisations, imposent aujourd'hui le Burkina un délai de 15 jours, alors qu'avant, il y avait cette situation pourrie et personne ne disait rien. Je pense qu'une question très pertinente, pourquoi la communauté internationale ou la communauté africaine ne dit rien quand un président fait n'importe quoi, mais aussitôt que le peuple essaie de prendre le pouvoir de changer la chose, il donne des directives. C'est la deuxième question. Mais directement, on va aller dans cette question de savoir un plan de crise. La solution, aujourd'hui, c'est un peu pourri. On va commencer par nos deux invités qui sont ici d'abord, avant de venir à vous. Moi, si vous êtes d'accord, vous êtes là, Kémo. D'abord, avant de commencer, je vais juste vous faire écouter un petit reportage fait par notre journaliste Tounof Mendy depuis Paris. Lorsqu'il prend le pouvoir le 4 août 1983 aux mains du président d'alors Jean-Baptiste Ouédraogo, Thomas Sankara avait pour bras droit un certain Blaise Compaoré. L'objectif pour les deux révolutionnaires était clair, bâtir un état de démocratie populaire pour mettre fin à 23 années de néocolonisation. Le nom du pays est changé, la Haute-Volta devient le Burkina Faso, comprenez, la patrie des hommes intègres. Il est dès lors dirigé par le Conseil national de la Révolution. Thomas Sankara devient alors le président du Burkina Faso, un président charismatique, icône du panafricanisme. Blaise Compaoré, lui, est ministre dans ce gouvernement révolutionnaire qui entend privilégier les plus fragiles, les femmes et la jeunesse notamment.
La révolution est d'abord accueillie avec enthousiasme par la population, mais très vite, elle s'essouffle. Blaise Compaoré, qui s'opposait à Thomas Sankara à propos de la direction à donner à la révolution, renverse le régime et prend à son tour le pouvoir le 15 octobre 1987. Sankara est tué avec 13 autres personnes ce jour-là. Épilogue d'un duo qui aura marqué l'imaginaire collectif du Burkina Faso pendant plus de 30 ans, sur fond de rivalité historique, comme nous l'explique Jean-Baptiste Placa, éditorialiste Afrique sur RFI. Au départ, ils devaient tous avoir la même sincérité révolutionnaire, si l'on ose dire. La réalité est que Thomas Sankara était dans le discours qui enflammait les foules et Blaise Compaoré était dans l'action et même un certain nombre de décisions en tout cas annoncées par Thomas Sankara était mise en œuvre par Blaise Compaoré. Jusqu'à l'assassinat de Sankara, personne ne doutait de la fraternité et de l'amitié entre les deux hommes. Thomas Sankara mort, le nouveau régime dénommé Front Populaire entend opérer une rectification du processus révolutionnaire. Première mesure prise par le nouveau président, dissoudre le CNR. La chasse à l'homme est lancée contre les fidèles lieutenants de Thomas Sankara, réprimés jusque dans l'armée. Le nouveau gouvernement renoue avec le système de chef traditionnel dont Sankara avait aboli les privilèges. La politique économique et sociale du pays se droitise, excite les plus fragiles, place aux hommes d'affaires qui seront les principaux bénéficiaires des privatisations d'entreprises d'État lancées au début des années 90. Alors à la question qui est responsable de la mort du président Sankara, Salif Diallo botte en touche. L'ex-ministre et ancien bras droit de Blaise Compaoré, passé dans l'opposition depuis maintenant 5 ans, appelle plutôt les historiens à s'emparer de la question. Le président Sankara, quoi qu'on dise, était un grand patriote pour les Burkinabés. Même ceux qui étaient opposés à lui reconnaissent aujourd'hui que Thomas Sankara fut un grand patriote, un révolutionnaire. À ce niveau, il n'y a même pas de débat. Et nous disons qu'il a commis aussi des erreurs à un moment donné. Ce qui a amené vraiment des affrontements de 87. Mais il faut se le dire, la révolution de 83 aussi a été menée sur des bases politiques idéologiques nébuleuses. Il y avait plusieurs composantes, plusieurs groupuscules idéologiques et politiques qui étaient dans le CNR et qui utilisaient le paravent militaire pour assouvir les desseins politiques ou idéologiques. La veuve de Thomas Sankara, elle, demande que justice soit rendue. Nul doute que Madame Sankara est satisfaite du départ de Blaise Compaoré. Sa chute marque pour elle la fin d'une période personnelle longue de 27 ans, commencée brutalement par la mort de son mari. Accusé d'être le cerveau derrière la disparition tragique de son ami, Blaise Compaoré a toujours nié son implication dans ce meurtre. Il s'agit pour lui d'un accident. Jean-Baptiste Placa. Il y avait deux camps, le camp de Compaoré et celui de Sankara. Ils étaient à couteau tiré et en l'occurrence, c'est celui qui a tiré le premier qui a eu raison de l'autre. Le 15 octobre 87, je pense que Compaoré et les siens auraient pu être liquidés. Auquel cas, c'est Sankara qui aurait eu gain de cause. Et donc, voilà, les révolutionnaires se sont entretués et puis le survivant a gouverné. Preuve s'il en est que cette affaire est bien trouble. Les accusations font même état d'une intervention étrangère. Le Libérien Charles Taylor, voire même le président ivoirien de l'époque, Félix Houphouët-Boigny, sont pointés du doigt. Aujourd'hui, 27 ans après, le mystère sur la mort de Thomas Sankara reste entier. Un petit reportage réalisé par notre journaliste Tounaf Mondi qui revient un peu sur les faits de la mort de Thomas Sankara. C'était juste pour vous mettre dans le bain de ce sujet-là. Donc, je reviens un peu sur le plateau avec mes invités. Donc, je vous dis Ndiaga et Amadou Gueye. Donc, on a Mas Badi, Kémo Sissé, lui c'est un militant du mouvement Teki. Donc, ils sont en ligne. Il y a Lucien, qui est de la République du Togo, qui sont tous là en train de nous écouter. On va revenir à la question d'aujourd'hui. Un plan de sortie de crise, tout en sachant que ça devient de plus en plus compliqué. Macky est là-bas. Jonathan, le président ghanéen, ils sont tous là-bas pour discuter de cette sortie de crise. Ndiaga, pensez que c'est possible d'avoir un plan de sortie de crise? Merci, Babacar. Je salue ceux avec qui je partage aujourd'hui le débat
et je suis content de vous retrouver après quelques semaines que j'ai passées à l'intérieur du pays. Donc je salue M. Gueye et les internautes qui nous suivent. C'est vrai, la situation est très délicate au niveau de Burkina Faso et c'est une situation qui, à mon sens, n'interpelle pas que les Burkinabés. L'Afrique tout entière est interpellée. C'est pourquoi, à un certain moment donné, même au-delà de l'Afrique même, vous avez vu que les États-Unis ont été les premiers à demander à ce que, après la chute de Blaise et avec la venue des militaires du régime, de la militarisation du processus révolutionnaire, que les civils reviennent au pouvoir. C'est à la suite de cela que l'Union africaine a donné un ultimatum de 15 jours pour voir en décision revenir aux mains des civils plutôt qu'aux mains des militaires. Et puis après, il y a la CEDEAO qui a dépêché une délégation qui est actuellement, je regardais l'actualité aujourd'hui, la délégation de la CEDEAO constituée du Sénégal, du Togo et du Ghana qui a la présidence de la CEDEAO sont en train, avec le lieutenant-colonel Zida, d'écouter, d'entendre les forces vives et les partis politiques pour voir comment d'abord choisir, parce que chaque parti et les forces vives doivent proposer 3 noms qui pourraient potentiellement être présidents qui dirigeraient cette transition. Donc on leur donne 2 heures pour faire une proposition de 3 noms qui pourraient gérer cette transition en tant que président. Maintenant, donc c'est vrai, aujourd'hui même au Burkina Faso, il y a un débat sur l'issue. Est-ce que aujourd'hui, avec cette militarisation, est-ce qu'on peut arriver à ce que cette révolution-là, telle que escomptée par les forces vives et la société civile, le coup de balai citoyen, aboutisse? Est-ce que les militaires ne vont pas confisquer le processus démocratique? D'autres pensent que sans les militaires, il serait très difficile quand même de construire et d'avoir une issue heureuse parce qu'il y a des tiraillements. Aujourd'hui, j'ai vu avec l'actualité qu'au sein de la classe politique même, il y a eu des empoignes lorsqu'ils étaient reçus par la CEDEAO plus le lieutenant-colonel, parce qu'on ne voulait pas de la présence de la majorité dans ces concertations. Vous voyez ce que cela fait comme situation, comme conflit au sein même des forces politiques du Burkina Faso. Donc je pense que, en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'il y ait une bonne volonté de la concertation inclusive, Ça, c'est très positif. L'autre aspect qui est positif, c'est que l'opinion internationale et la CEDEAO et l'Union africaine et même récemment la francophonie va dépêcher des médiateurs qui vont peut-être appuyer le processus, Donc je pense qu'avec le dialogue, la discussion, mais en prenant le temps qu'il faut, parce qu'il y a des enjeux cachés qui se jouent à travers ces heures de négociation-là. Donc nous sommes en transition. Et la transition, comme vous le savez, est une période très délicate, très sensible, Donc il faut s'armer de patience, être ouvert et tolérant, Il ne faut pas que les choses tournent à la chasse à la sorcière. Merci Ndiaga, donc vous l'avez entendu, je ne sais pas si mes internautes, mes débatteurs qui sont en ligne nous entendent très bien. Il y a Bassirou Saro qui est là, mais il y a Mass Badji, vous étiez là première. Donc je vais vous donner la parole et que pour revenir un peu sur la situation aujourd'hui, le plan qui pourrait être possible pour une sortie de crise. Mass Badji depuis Pologne. Tout d'abord, je salue les fidèles auditeurs de Radio News Radio et aussi en particulier aussi vous Boubacar et ensuite mes co-débatteurs. Donc pour revenir à la question, comment il faut faire pour sortir de la crise? Là, je pense que je ne serais pas un génie pour le savoir exactement. Vraiment, si j'avais un plan surnaturel pour que la paix revienne et que la transition se fasse dans une parfaite harmonie, je le ferais. Mais quand même, je vais essayer de donner un peu mon point de vue sur ce que je pense. Actuellement, comme le pouvoir est tenu dans les mains de l'armée, moi je pense que c'est à l'armée de jouer son rôle historique. Cela ne veut pas dire que je veux que l'armée confixe le pouvoir. Non, moi je suis absolument contre pour que l'armée confixe le pouvoir. Bon, comment faire? L'armée doit jouer son rôle historique pour être accueillie même au sein des populations comme héros. C'est là, moi je pense que l'armée doit appeler toutes les forces vives pour dire que, écoutez, entendez-vous d'ici 15 jours, comme par exemple ils l'ont donné, parce que les sanctions vont tomber. Si les sanctions tombent, ça ne va pas du tout. Même si on peut dire que c'est des sanctions de la CEDEAO, de l'Union africaine entre guillemets, mais quand même les sanctions c'est des sanctions. Quand même il va y avoir une petite, ça va se répercuter un peu, peut-être sur le plan économique, politique, voire diplomatique et social, mais peut-être, mais ça peut se répercuter. Donc pour toi, il faut que l'armée essaie de gérer la situation. Oui, je dis que l'armée doit gérer la situation, appeler les forces vives
toutes les composantes politiques pour dire écoutez, on doit montrer au monde. Parce que tout d'abord, vous savez, nous qui sommes à l'étranger, en général, chaque fois, vous savez, il y a des préjugés que les Africains ne savent pas faire, ils ne sont pas organisés. Et ça nous choque beaucoup. Moi, je pense que maintenant, pour montrer un rôle historique, c'est à l'armée d'appeler les forces vives, de s'asseoir dans une table pour dire que, écoutez, c'est en ce moment qu'on doit montrer la grandeur, la fierté burkinabé, et peut-être même la fierté même africaine, et peut-être la fierté même de, excusez-moi du terme, de l'homme noir même, on peut dire, pour dire que, écoutez, nous allons montrer que nous sommes à la hauteur des choses, que chacun laisse ses intérêts personnels de côté, et qu'on regarde l'intérêt général du pays. Formons un gouvernement transitoire, après vous formez, après on va, nous l'armée, on va gérer la sécurité, c'est-à-dire que l'armée ne va pas détenir le pouvoir. Pour le dire que d'ici 2 à 3 semaines qu'ils essaient de former un gouvernement d'union nationale, et l'armée retourne dans les casernes, et en plus encore, l'armée essaie de le dire qu'imposez-vous pour avoir un calendrier exact quand on va organiser les élections nationales, et que l'armée gère la sécurité national du pays. Vraiment, ça fera une très grande fierté pour les Burkinabés en particulier. Comme ça, petit à petit, comme ça, si l'armée fera ce rôle et que les forces vives politiques aussi s'entendent bien, je vous assure qu'on va commencer à être de plus en plus respectés et notre voix au niveau international va être de plus en plus considéré. Merci Mas. Donc directement, je vais voir avec Jean-Lucien Guény, donc mon philosophe. Jean-Lucien, est-ce que tu as écouté tout le monde? Est-ce que tu as entendu tout le monde? Oui. Ok, donc la question, donc tu l'as saisie effectivement, et c'est une question pour savoir quelle est la possibilité aujourd'hui. Toi qui es un peu philosophe, effectivement, que tu as vécu ces situations, tu décris partout, quelle serait peut-être une solution pour, en tout cas, un plan qui pourrait être bénéfique, qui pourrait faire la fierté de l'Afrique, comme il vient de le dire, Mas. D'abord, je salue tous les co-débatteurs ce soir ainsi que tous les auditeurs des Ajo News répandus dans le monde. Je crois bien que nous devons faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a eu un coup d'État dans une révolution, car la révolution burkinabé est singulière par son originalité et sa spontanéité. Donc aujourd'hui, il y a eu, la junte est au pouvoir. Maintenant, on va voir que la junte est au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre un paradigme, ce qui s'est passé en 91 au Mali. Il y a eu le général Amani Toumani Touré. Tout à fait, ouais. Il a fait un coup d'État. Il a dirigé le pays pendant la transition, il a organisé la conférence nationale souveraine et après, il a remis le pouvoir aux civils. Donc, nous avons vu un nouveau président, j'ai oublié son nom. Donc, il a rendu le pouvoir, donc il est devenu le soldat de la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, la junte au pouvoir est capable de faire ces gestes? On ne sait pas. Nous avons deux facteurs, des pistes de solutions. Tout à fait. Il y a d'abord la junte au pouvoir. La junte au pouvoir doit montrer ses réelles intentions. Est-ce que elle a la vocation de confisquer le pouvoir ou pas? Parce que on a vu en Afrique, il y a toujours des formules alambiquées de dire que voilà, l'armée n'a pas la vocation de détenir le pouvoir. Et par après, nous voyons ce qui se passe. Les exemples sont légion pour ne pas les évoquer ici ce soir dans ces débats. Donc pour moi, je vois que aujourd'hui, les lieutenants-colonels Isaac Yacouba Zida doit dire au peuple quelles sont ses intentions. Quelles sont les intentions de l'armée? Est-ce que l'armée doit rester au pouvoir pendant la transition ou bien elle va rendre le pouvoir entre les mains des civils? Deuxièmement, c'est le problème de l'opposition politique. Vous savez bien que au Burkina Faso, 27 ans d'une dictature, la démocratie n'a pas fonctionné. Comme vous savez, est-ce que ces gens-là sont vraiment unis? Il y a au moins, aujourd'hui, je vis dans la fiche des CENI de Burkina Faso, il y a près de 200 partis politiques. Et je me dis, dans une démocratie, 200 partis politiques, mais c'est énorme. Alors, n'oublions pas que la plupart des partis politiques sont des partis politiques alimentaires. Donc, ces partis, c'était les partis qui alimentaient les partis présidentiels. Donc, je crois bien que nous, en Afrique, nous avons un avantage. Il y a ce qu'on appelle l'arbre à palabre africaine. Et je crois bien que les Burkinabés doivent utiliser l'arbre à palabre. Avant d'aller discuter le pouvoir, ils doivent d'abord transcender
leurs égaux pour pouvoir descendre et dire que voilà, nous avons souci de notre peuple pour voir l'intérêt commun, l'intérêt du peuple. Donc, ils doivent créer une synergie. Donc, ils doivent se rassembler comme une seule personne pour dire que voilà, nous allons mettre nos intérêts personnels de côté et voir ce que nous pouvons faire. Alors là, dès lors, ils vont choisir quelqu'un et que cette personne soit en mesure de fédérer tous les autres. Et je crois bien que dans cette optique, nous pouvons espérer quelque chose de mieux. Et pour conclure, je dis, nous devons toujours faire très très attention sur les plans diplomatiques, parce qu'il y a la diplomatie classique et la diplomatie souterraine. Nous voyons bien fait ce qui se passe aujourd'hui. 3 présidents africains sont allés au Burkina Faso. Mais nous ne savons pas, comme nous parlons là, nous ne savons pas ce qui se passe actuellement dans les coulisses. Parce qu'on peut se demander pourquoi Isaac Yacouba Zida est là. Mais il est là parce que les Américains ont dit que voilà, il doit être là parce qu'il a été formé en 2012 par le Pentagone en Floride. Et au cours de la même année, il a aussi suivi une formation au Botswana. Donc voilà, nous devons toujours faire la part des choses lorsque nous parlons de la diplomatie. Parce que ce qui se dit sur la table, c'est pas ce qui se dit sous la table. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire pour cette question qui s'est posée sur un plan d'une sortie des crises. Merci Lucien, merci en tout cas très pertinent cette analyse, cette vision. Donc c'est pourquoi l'intérêt de ces débats-là, pour voir c'est issu. Certainement, comme je le disais, c'est trop ambitieux pour nous de réfléchir ici, mais ça pourrait être toujours intéressant. Il y a Bassirou Sakho qui me rappelle qu'il y a un Burkinabé qui nous écoute, qui veut intervenir. Il est le bienvenu. Donc on va continuer toujours sur le plateau. Donc je vous rappelle que comme je vous disais au début, nous sommes là sur le plateau. Nous avons deux, donc Ndiaga Diouf qui est travailleur social, et aussi nous avons Mouché Gueye, Amadou Gueye, qui est là, donc un militant humaniste aussi, donc qui va nous parler un peu de cette question. Mais vous pouvez aussi profiter pour présenter, vous présenter et nous parler de cette question qui est posée sur la table. Tout d'abord, je remercie tout le monde. Je vous remercie effectivement de m'avoir invité à ce débat qui est quand même d'actualité. Et puis, je m'appelle Mamadou Gueye. Je suis au Sénégal depuis un certain temps. J'ai la casquette là ce soir de responsable de ce qu'on appelle le Club Action Citoyenne, qui s'agite dans le mouvement citoyen et qui salue justement en passant la lutte du peuple de la libération des Burkinabés. Ce qu'il faut peut-être souligner, ce qui se passe ou ce qui s'est passé au Burkina Faso depuis quelques jours, c'est pas un phénomène nouveau dans le monde. Ça s'est passé, il y a quelqu'un qui vient d'intervenir là, l'intervenant qui parlait de l'émeute du Mali en 1980 ou 81 avec 91 plutôt je pense, avec le peuple malien, dont la transition a été assurée plus ou moins par ATT et qui a remis le pouvoir aux civils. Il y a eu également, au-delà de notre continent, il y a l'Indonésie, donc c'est des insurrections populaires. Hein. Il y a également l'Ukraine, dont on voit toujours les conséquences. Il y a aussi le phénomène du printemps arabe qui continue toujours à exister. Maintenant, est-ce que c'est l'hiver africain ou l'automne africain, j'en sais rien. Mais ce qu'il faut tout simplement souligner, il y a eu une révolution. Il faut l'appeler ainsi. Le peuple burkinabé refuse la confiscation de leur victoire, dont le peuple a créé et revendique à juste titre. Donc je vois mal aujourd'hui qu'un coup d'État. Donc je disais tout simplement ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, c'est une véritable révolution populaire, une insurrection populaire et démocratique burkinabé qui a abouti au départ de son chef, de son ancien chef, monsieur Blaise Compaoré. Maintenant il y a la crise qui est là, qui existe. Maintenant, qui dit crise dit quoi? La crise, en définition, c'est la disparition de l'ancien et la naissance du nouveau. Cette période transitoire, il faut savoir la gérer effectivement pour atténuer un peu les conséquences. Malheureusement, l'Assemblée nationale a été dissoute, donc du point de vue constitutionnel, nous n'avons pas de recours officiellement parlant, mais quand même il peut y avoir des négociations.
Maintenant, la question, c'est comment sortir de cette crise. Cette crise, bon, quelqu'un l'a dit, il n'y a pas une recette miracle. C'est pas par une portion magique, en tout cas en remuant le spectre pour essayer de trouver la solution immédiatement. Mais ce qui est sûr, quoi qu'il advienne aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, il faut qu'il y ait l'association du peuple burkinabé dans toutes les négociations qui prévaut aujourd'hui dans la transition. Idéalement, l'armée existe normalement pour assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays. Donc il n'y a qu'en Afrique, plus ou moins, sauf les dictatures anciennes, qu'on voit encore l'armée qui veut tout le temps se mettre au devant de la scène politique. Mais l'armée doit rester dans les casernes et assurer la sécurité nationale de son peuple. On dit une armée nationale, on ne dit pas une armée d'un individu. Donc je trouve malsain aujourd'hui qu'un militaire revendique un pouvoir. Bon, quoi qu'on dise, je pense que quand même M. Zida, quelqu'un quand même qui est animé quand même d'un certain patriotisme et dans son comportement et dans sa façon d'être, je pense que quand même on doit apprécier, on doit quand même admettre jusqu'à la preuve du contraire qu'il est sincère dans sa démarche. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la concertation, le dialogue. Il faut d'abord un dialogue, il faut de la concertation. Et la concertation, il faut effectivement associer l'ensemble des protagonistes de cette révolution victorieuse de Burkina Faso qui aujourd'hui doit servir d'exemple sur l'ensemble du monde. Je ne parle même pas le continent africain, ou en tout cas le peuple burkinabé. Il serait intéressant, à mon avis, qu'il y ait une direction collégiale. Une direction collégiale parce qu'il n'y a pas une constitution. Ça va être un peu compliqué. Une direction collégiale et à partir comme un comité de directoire, à partir de ce comité directoire ou ce collège qui désigne à son sein le responsable du comité et préparer rapidement les élections législatives dans les 3 mois qui viennent. Et effectivement, maintenant, faire valoir ce que dit la Constitution en cas de vacance du pouvoir et revenir carrément sur la Constitution qui n'a pas été tripatouillée. Donc, Dieu merci. Maintenant, ce qu'il faut, je pense que quelles que soient les interventions ou les intervenants sur cette histoire, ce qu'il faut faire appel aux mesures démocratiques. C'est-à-dire qu'il y ait une collégialité dans la gestion de la transition et au sein de ce collège directoire, qu'on désigne quelqu'un qui soit apprécié par l'ensemble et préparer les élections assez rapidement, au moins les législatives. Même le peuple burkinabé, même les organisations politiques ont été surprises par le résultat de cette révolution-là. Personne ne souhaitait en réalité le départ de monsieur l'ex-président de la République du Burkina Faso, parce que les hommes avertis savaient les conséquences auraient engendré, et les conséquences elles sont là. Il n'aurait pas serait pas entêté au jour d'aujourd'hui, il allait terminer son mandat et à partir de ce moment-là organiser d'une manière légitime des élections présidentielles et continuer sereinement la gestion de la chose politique. Et puisque là le peuple, il faut dire que le peuple est pris au dépourvu en ce moment, y compris les leaders politiques, parce que depuis 1966 ils n'ont connu que des gestions, la gestion de l'armée. Donc, même eux, là, ils ne veulent pas trop se mouiller parce qu'ils ont la trouille. Ils ne connaissent pas. Et ce n'est pas une question d'indiscipline, c'est une question de découverte. C'est nouveau pour eux. Maintenant, il faut une politique d'accompagnement, y compris de ces gens-là, essayer de créer un collège qui va gérer la transition et organiser d'une manière démocratique les élections législatives. Et à partir de ce moment-là, maintenant faire valoir la Constitution qui est restée intacte. Et voilà, moi je pense que... Oui, Ndiagati, juste un mot, parce qu'il faut qu'on soit un peu rappelé, parce que dans ces circonstances, dans ces cas de figure, il est bon de suivre ce qui se passe sur le terrain. Parce que ce qu'il vient de dire là, c'est exactement la finalité qui est assignée aux concertations qui sont menées conjointement entre la CEDEAO, la délégation de la CEDEAO et le lieutenant-colonel. C'est-à-dire qu'on veut aller à la mise sur pied d'un comité civil transitoire. Maintenant, il y a des problèmes sur la durée de la transition parce que les Burkinabés, pour beaucoup, soutiennent une transition de 6 mois, alors que la CEDEAO, et je ne vois pas pourquoi, parle d'un an, d'une année de transition. C'est ce que j'ai lu récemment. Et je me dis, mais comment se fait-il que la CEDEAO, qui vient et qui devrait adopter une position neutre, se mette
à dire des conditionnalités comme ça. Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder, savoir que c'est un processus qui doit interpeller d'abord les Burkinabés. Et c'est aux Burkinabés de voir l'issue qu'ils entendent donner à ce processus-là, à leur lutte. Autre chose, on parle de confiscation par les militaires du processus révolutionnaire. Je vous rappelle que les choses se sont passées ainsi. D'abord, quand Blaise, avant la démission de Blaise, il y a eu le colonel Traoré qui a installé l'état d'urgence. En ce moment, Blaise n'avait pas démissionné. S'il avait eu gain de cause, là, je concevrais qu'il y ait confiscation et il y ait régime militaire. Mais c'est par suite que Zida est intervenu pour mettre la pression. Et c'est à la suite du ralliement d'une partie de l'armée dirigée par Zida que Blaise a reculé et a daigné signer le décret pour rendre sa démission. Il a été mis aux arrêts pendant 48 heures, M. Zida. Donc c'est pas pour rien que le peuple réclame. Donc je veux dire, aujourd'hui, il a des attitudes de Thomas Sankara. Donc c'est un homme du peuple. C'est pas pour rien. Le seul inconvénient, il a la tenue. Bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'il ait la tenue. Bon, maintenant, par rapport à la CEDEAO, ce qu'il faut dire, il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Parce que s'il n'y avait pas eu cette émeute, cette insurrection populaire, il y aurait eu le tripatouillage de la Constitution, il y aurait eu le référendum. Ok, on va y revenir parce que c'est ma deuxième question. On va revenir. Passionnant. Non. Je continue, c'est important à clarifier. On va y revenir, Ndiaga. Juste pour essayer d'équilibrer, on va y revenir. C'est une question, c'est très passionnant. Et juste pour essayer de parler à ceux qui sont en ligne, est-ce que, bon, Kémo, celui qui n'a pas encore parlé, Kémo Sissé, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ok, donc juste pour te donner la parole, après on va revenir parce qu'ici ça bouge là, sur le plateau. En plus, ils ont la possibilité d'arracher le micro et vous n'avez pas la possibilité, donc c'est... ça la démocratie. Ok, donc Kémo, un mot sur qu'est-ce qu'il faut éviter en fait finalement, c'est ça. On a vu l'exemple du Mali, de la Guinée. Qu'est-ce qu'il faut éviter en quelques mots quoi? Alors moi, bonsoir tout le monde et puis je salue les auditeurs. Alors moi je vais parler très vite sur ce cas, c'est-à-dire que d'un coup, je penserais à dire que dans cette transition, on est tous d'accord que pour le moment, il s'agit d'un coup d'État. Que ça soit un coup d'État par un homme du peuple ou par un simple militaire, actuellement, c'est un coup d'État. Ça, c'est clair. On parle pas de révolution. Attends, Kémo. Donc pour vous, enfin pour toi, je peux te tutoyer, c'est un coup d'État et il n'y a pas eu de révolution populaire. Vraiment d'une révolution. Mais après ça, l'armée a confisqué le pouvoir. Pour moi, j'appelle ça un coup d'État. Dans l'état actuel des choses, on est en état de coup d'État. Voilà ce qui s'est passé. Alors, pour revenir à l'état normal, est-ce qu'il faut, comme certains le disent, revenir à l'ordre constitutionnel? Je crois pas, parce que ça reste toujours les mêmes personnes de Blaise. Est-ce qu'il faut faire une transition avec le CDP ou avec l'ADF? Je ne crois pas. Ça veut dire que l'ancienne majorité qui est là, est-ce qu'il faut faire une transition avec eux? Je ne crois pas. Et je suis même pas d'accord. Maintenant, dans la population actuelle burkinabé, on sait qu'il y a des gens compétents qui ne sont pas très très politiques. Donc, il y a moins vraiment que cette société, que ça soit l'opposition et la société civile, s'organisent à trouver un nombre de consensus et puis proposer comme chef de la transition. Mais le plus important aussi, c'est que cette transition doit être collégiale. Ça doit faire l'objet d'une gestion collégiale. Voilà ce que moi je crois qui est vraiment la solution. Ok, on va y revenir. On va y revenir. Mas Badi, donc tu es là, effectivement. Comme tu disais, il faut que les gens soient un peu moins longs. Comme ça, on va parler. C'est l'inconvénient d'être nombreux. Et il y a l'avantage, bien sûr, parce que c'est extraordinaire qu'on parle de ce sujet et en étant partout dans le monde. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et on va y revenir juste avant de venir à vous, Mas, Lucien et Kémo. Il y a Ndiaga Diouf qui voulait dire un mot, juste voilà, pour... J'estime quand même, qu'il n'y a pas de coup d'État jusqu'à présent. Pourquoi je le dis? D'abord, j'ai expliqué que le régime militaire en place s'est installé bien après le processus. Il a pris le processus en marche. Les militaires ne sont pas à l'origine. Si les militaires avaient été à l'origine du renversement, il n'y a même pas de renversement. C'est une démission avec les péripéties que vous connaissez. De un. Deuxièmement, quand les militaires sont intervenus, l'Assemblée nationale n'existait plus, n'était plus fonctionnelle. Le président était parti. Il a fui. On ne sait où est-ce qu'il est pour le moment. Troisièmement, la Constitution n'était plus de mise. Et il l'a dit, et je le soutiens, l'opposition n'était pas préparée à cette situation parce que cette situation a surpris plus d'un. Donc l'armée avait la responsabilité historique d'intervenir, de rétablir
la souveraineté, ne serait-ce que de garantir la sécurité des biens et des personnes, d'organiser les concertations. C'est ce que l'armée est en train de faire pour le moment. Il y a juste une question aussi. Par exemple, on a eu, dans les premières heures, il y a eu 2 hommes détenus qui sont déclarés être les hommes de la situation. Il y a eu quand même 2 heures. Est-ce que c'est pas une manière, comme il a dit Kémon, de vouloir prendre le pouvoir finalement? Moi, je pense que c'est M. Diouf a fait une analyse pertinente. Il y a eu une tentative de coup d'État. C'est quand M. Traoré a décrété l'état d'urgence et que Blaise, dans la nuit à minuit, a remis cela en question. Jusqu'à ce moment-là, il y a une tentative. Mais la réapparition de Blaise sur la scène, à la télé, a remis systématiquement en question. Et à partir de ce moment-là, M. Zida était arrêté. Il était arrêté. C'est le surlendemain, quand il a été exfiltré par les Français, qu'il avait déjà gelé, dissous l'Assemblée nationale, et il a accepté de signer sa démission, pas par l'armée, mais par l'insurrection populaire. Ça, c'est une révolution. Il ne faut pas parler de coup d'État. Est-ce que, moi j'ai une question, effectivement, je vous le pose à tous. Est-ce que c'est pas sur cette question qui nous sépare finalement, de dire est-ce que c'est une révolution, est-ce que c'est une confusion? C'est pas cette question d'ailleurs là qui va poser problème au niveau de trouver une concertation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Oui, je vais prendre juste un auditeur qui vient de nous rejoindre. Après, voilà, je viens à vous. Kémon, oui. Attends, Mamadou Cissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, vous venez d'arriver, donc vous êtes Mamadou Cissé. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Nice. Depuis Nice. Ok, donc vous êtes l'auditeur de la semaine passée. Est-ce que donc vous avez suivi un petit peu le débat? Oui, j'ai suivi un petit peu depuis le début. J'ai écouté Badian, Lucien, M. Gueye et Ndiaga. Ok, donc c'est parfait, vous avez écouté. Donc vous avez quelque chose à dire parce que là on est très nombreux. Et oui, par rapport à la question, qu'est-ce que vous dites en quelques mots? Donc par rapport à bon, je pense que comme vous avez terminé tout à l'heure, il y a des divergences déjà entre les intervenants et je me trouve plutôt du côté des gens, de ceux qui disent qu'il n'y a pas réellement eu de coup d'État autenté. On ne peut pas... Oui, allez, Lucien, par rapport à la question que je pose, est-ce que c'est pas... Alors, je sais bien que c'est tout à fait normal, lors d'un débat, il y a des divergences de vues. Je crois bien que si je tiens à ma position, ça peut être une hypothèse, c'est pas une vérité que tout le monde doit s'aligner derrière moi. Je dis que cette révolution, j'ai bien souligné, la révolution burkinabé est singulière par son originalité et sa spontanéité. C'est une révolution, elle est le fruit d'une mutation et d'une maturation invisible et progressive de tous les corps sociaux. Mais dommage, cette révolution s'est vite muée en coup d'État. Alors, quand on parle, il faut montrer les exemples. Les problèmes, pourquoi il y a eu un coup d'État dans la révolution? Il y a un problème des classes politiques. Dans l'histoire des révolutions, il faut que la révolution soit encadrée par un leadership. C'est ce qui a manqué au Burkinabé. Je donne l'exemple de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À l'époque, je me souviens, j'étais au Cameroun. Et Robert Gueye a balayé la maison. Donc, il a pris le pouvoir. Quelque temps après, il a organisé les élections. Pendant les dépouillements, il a stoppé les comptages. Il s'est autoproclamé. Laurent Gbagbo est passé à la télé pour dire que voilà, on nous a volé la victoire. Alors le peuple descendu dans la rue. Le peuple est descendu dans la rue. On a amené Laurent Gbagbo au pouvoir. Donc il y a une révolution sans l'armée parce qu'il y avait un leader qui encadrait le peuple. Voilà un peu la différence. La dernière fois, j'ai donné l'exemple de la révolution EDSA, c'est-à-dire aux Philippines. Tout à fait, ouais. L'armée n'a pas pris le pouvoir parce qu'il y avait des leaders. Mais notre problème, les problèmes qui se posent aujourd'hui au Burkina Faso, comme le prédécesseur vient de le montrer, il y a l'atonie de l'opposition. Je ne comprends pas, pendant 27 ans, il n'y a jamais une opposition radicale. C'est-à-dire, je me dis, je pense qu'il y a un manque criant de la rationalité idéologique dans les chefs des opposants burkinabés. Alors, les gens qui n'ont jamais exercé le pouvoir pendant 27 ans, aujourd'hui, il faut leur donner le pouvoir. Mais ça sera encore, à mon avis, ça sera catastrophique. C'est pour cela qu'il faut d'abord, entre eux, ils doivent se réunir comme des bons Africains, comme je dis toujours, l'arbre à palabre africaine, c'est aussi une forme de gouvernance.
Donc, ils doivent d'abord se concerter, dire qui parmi nous est le meilleur. Alors, lorsqu'ils vont choisir, ils vont désigner quelqu'un, et je crois bien que cette personne aura la force de fédérer les autres. Mais lorsqu'ils vont aller en ordre dispersé, et je crois bien que nous risquons de donner la raison à la jeune militaire au pouvoir, parce qu'elle dira, voilà, on vous a donné le pouvoir, vous n'êtes pas capable. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Moubarak est parti, on a mis les frères musulmans, ils ont échoué, et voilà encore un général qui est rentré, il dirige le pays. Proche de Moubarak. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci Lucien. Donc on va y revenir. On va y revenir sur cette. Mais moi ma question, vous êtes en train peut-être de passer à côté. Mais moi la question que je pose Niaga, c'est de savoir est-ce que finalement c'est cette divergence où il y a eu une révolution au début et que l'armée récupère. Est-ce que c'est pas ça qui va créer une confusion dans la recherche de solutions? Je sais pas si vous voyez la question que je pose. Je pense Monsieur Diédiou, il faut quand même qu'on soit d'accord, c'est quelque chose. Allô? Oui, une minute, il y a M. Gueye qui intervient. Oui. Il y a l'intervenant précédent qui a dit quelque chose, bon, il abonde dans le même sens que moi. L'inconvénient qu'il y a eu, il n'y a pas eu, il y a une organisation plus ou moins, mais il n'y a pas eu des leaders qui encadraient ce qu'on appelle cette insurrection populaire, démocratique et populaire. Donc c'est là peut-être un peu la confusion. Donc il n'y a pas un leader charismatique qui sortait du peuple, de la rue, en tout cas des organisations politiques, pour effectivement se mettre la tête. Ils ont escandé le nom d'un ancien haut dirigeant militaire, qui ne savait même pas. C'est que le peuple est perdu en réalité. Mais cela étant dit, c'est pas une raison de balayer d'un revers de main ce qu'il a fait le peuple burkinabé. Ils ont lutté et croyez-moi, ils ne laisseront personne confisquer leur pouvoir. Ce qui s'est passé en Égypte, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas transposer d'une manière mécanique la situation égyptienne et la situation burkinabé. Déjà au Burkina Faso, c'est un peuple hyper discipliné et il n'avait jamais souhaité le départ du président, de l'ancien président de la République. Il aurait accepté la négociation sans pour autant s'entêter. Il n'y aurait pas eu ce problème-là. Donc, de ce point de vue, voilà, la crise, elle part de là. Mais il n'y aura pas de confusion. Pourquoi il n'y aura pas de confusion? Parce que le peuple maintient la pression. Le peuple maintient la pression, croyez-moi. Et donc, en aucune manière, l'armée ne va pas confisquer le pouvoir. Mais il n'y a pas un coup d'État, encore une fois, parce que Blaise est déjà parti. Il est déjà parti, et c'est de là qu'ils ont confié, ou le monsieur l'a arraché, mais en tout cas, c'est transitoire. Et pour la gestion de cette crise-là, il faut qu'il y ait un comité de gestion collégiale composé de tous les corps socio-professionnels et syndicaux du Burkina Faso pour ne pas justement créer des frustrations des uns et des autres. Maintenant, l'intervention des institutions internationales, soyons sérieux, c'est un peu le médecin après la mort, quoi. Ça, on reviendra en deuxième partie, oui. Bon, absolument. Moi, je crois que, contrairement à beaucoup, que c'est une aubaine, cette intervention de l'armée. Pourquoi je le dis? Parce que vous serez d'accord avec moi que, d'abord, la classe politique burkinabé, notamment l'opposition, est divisée d'une division qui ne permettait pas l'émergence d'un leadership au sein de cette opposition. Deuxièmement, cette opposition a regagné bien plus tardivement le processus révolutionnaire. Deuxièmement, il y avait au devant de ce processus révolutionnaire les forces vives, notamment la société civile, qui ne prétend pas pour gouverner. Ça, il faut le dire. Il faut être réaliste. Moi, j'appelle au réalisme. Maintenant, dans un mouvement, il y a l'étape de la cause populaire, il y a l'étape révolutionnaire, mais il y a l'étape bureaucratique. Et nous sommes à l'étape bureaucratique. Il faut prendre des décisions pour réguler, gouverner. Et la rue ne peut pas prendre des décisions. Si la rue n'est pas en état de prendre des décisions, l'opposition est divisée, n'est pas en état de prendre une décision, la société civile ne peut pas prendre de décisions, elle ne demande qu'à être partie prenante, mais je pense que c'est une aubaine que l'armée intervienne avec toute sa neutralité, ses principes républicains pour essayer de peut-être de gérer la situation, pour
pouvoir permettre la participation de tous. Je vous ai dit déjà qu'aujourd'hui, au sein de la classe politique, il y en a qui n'acceptent pas que la majorité regagne, soit partie prenante du processus que nous voulons inclusif et participatif. Donc moi, je pense que nous sommes dans une situation très délicate où il faut reconstruire. On aurait pu partir de rien, mais tel n'est pas le cas parce que nous avons une armée debout pour le moment. Alors que les institutions, la justice est à genoux. La Constitution n'est plus de mise. L'Assemblée nationale n'est plus fonctionnelle. Que voulons-nous? Soyons sérieux et réalistes. Juste, je vais revenir. Mas, tu es là. Ça fait longtemps que je t'ai pas donné la parole. Mas, donc tu as entendu ce débat-là. D'ailleurs, c'était pas ça. C'était de chercher la solution. Mais ça montre le débat, comment il est passionné. Et ça montre aussi que cette confusion peut aussi arriver. Parce que là, le peuple aussi burkinabé a un peu peur. Mais ça crée toujours des problèmes au niveau. Oui, Mas, allez-y. Ouais. Dans chaque révolution, comme je vous l'ai dit la dernière fois, maintenant c'est la post-révolution qui est chaque fois difficile. Vous savez, au Burkina, on dit l'opposition est divisée. Mais c'est normal, pourquoi? Au Burkina, il n'y a jamais eu d'opposition organisée. Vous savez, il y avait un régime autoritaire qui était là. Un régime pendant 27 ans avec des élections qu'on ne comprenait pas, avec des scores fleuves où le président gagnait avec 80%, voire même plus, même ailleurs. Au Burkina, tant que Blaise était là, personne ne pouvait prendre le pouvoir par les urnes. Donc il y avait une opposition désespérée, une opposition donc éparpillée qui s'est évaporée. Il y a d'autres leaders qui sont en France, d'autres sont ailleurs. Donc il y avait même une opposition qui ne croyait plus aux urnes. Et maintenant arrivé, ce n'était pas prévu. Ce qui était prévu, c'était de ne pas permettre Blaise à ne pas se présenter en 2016. Et maintenant, tout s'est passé très vite en 3 jours. Comment voulez-vous que l'opposition, qui n'a pas une grande expérience en tout cas, donc en si peu de temps s'organise pour être unie comme ça? Mais une opposition aussi, il faut savoir que tout le monde n'a pas les mêmes idées. Chacun a ses idées. Il y a par exemple d'autres qui vont dire qu'ils sont des socialistes, donc des libéraux, donc des communistes, d'autres des laïcs. Donc tout ce que je dis, le problème c'est de se sacrifier, quel que soit. Et ça c'est très difficile à dire. Comme cette maladie, il faut le régler, à l'africaine, à une coutume africaine, qu'on s'assoie sur une seule table et qu'on discute en valeur africaine. Et maintenant, après les élections, et celui qui réussira à gagner les élections, il n'y a pas de problème. Maintenant, il va y avoir une opposition organisée. Il ne faut pas parler d'Égypte. En Égypte, ça n'était pas comme au Burkina. Quoi qu'on dise, du temps de Moubarak et du temps de Blaise Compaoré était, entre guillemets, on peut dire même, beaucoup plus démocratique que Moubarak. Même si dans la démocratie, au sens propre du terme, on ne peut pas dire que Blaise était démocratique. Mais au Burkina, il y avait quand même une presse à peu près libre. Il y avait aussi des sociétés. Mais en Égypte, tel n'était pas le cas. Maintenant, la question que je me pose, c'est-à-dire la sortie de la crise, c'est ça, Bouba? Tout à fait, ouais. C'est à l'armée d'imposer, n'est-ce pas, de dire que, écoutez, d'ici un mois, en tout cas un bref délai, d'imposer aux différents acteurs, de dire que, écoutez, trouvez-vous une solution où ça va se passer ainsi. Et l'armée impose le scrutin, tout et autres, et que l'armée se retire, bien sûr, qu'il n'y ait aucun militaire qui va essayer de mettre là-bas sa tenue de militaire et essayer de porter son costume pour se présenter aux élections, comme traditionnellement ça se passe en Afrique. De dire, d'imposer un calendrier. Moi, je pense que c'est ça qui peut faire sortir. Mais à vous aussi, un dialogue. Maintenant, un dialogue, ça peut continuer, ça peut durer pour avoir des... Ça, c'est à l'armée aussi d'imposer, de dire, écoutez, telle date, il va y avoir des élections. Là, en ce moment, chaque opposition va se replier, essayer de se préparer dans le terrain, faire sa campagne. Après, celui qui gagne, et c'est fini. Merci, oui. Mais peut-être apporter des précisions. En ce moment, il y a de la négociation qui se fait depuis avant qu'il y ait des concertations. Il y a maintenant, en termes de négociation, il n'y a pas un nom cité. Mais les concertations continuent à se faire. Et je pense que la CEDEAO et les 3 présidents africains qui sont partis là-bas pour avoir des solutions par rapport à demain, ils savent. La négociation, elle est là. Maintenant, ce qu'il y a, on n'a désigné personne. Maintenant, ce qu'il faut peut-être, je pense qu'ils sont très bien placés, le peuple et aujourd'hui les gens qui sont plus ou moins au pouvoir, l'armée, de gérer d'une manière intelligente pour apporter des solutions adéquates au peuple burkinabé. Le peuple demande tout simplement de la démocratie. Bon, on peut être militaire et être démocrate, sincère, est un patriote. Et je pense que le cas de Jacques Héria, Zida, quand même c'est un démocrate, quoi qu'on dise, c'est un démocrate, c'est un patriote. Bon, la preuve, il est très souple, il accepte toutes les négociations. Pas plus qu'hier, il a été voir la communauté Mossi pour essayer de trouver des solutions. Je pense que la concertation, elle se fait d'une manière démocratique et ouverte. Donc, laissez le temps au temps, comme disait Mitterrand. Et d'ici quelques jours, mais on ne peut pas imposer en disant, ok, il faut trouver ça en 15 jours. Mais le monde n'a pas été bâti en 3 jours. Quand même, il faut qu'il y ait, comme tu as dit, une feuille de route
avoir un consensus global sur lequel tout le monde va abonder. Négociation, mais sur quoi? Mais quand même, il faut une bonne discussion sans entente qu'une entente hypocrite. Juste, je vais donner la parole à deux et puis on passera à la transition sur la deuxième question. Kémon, oui? Oui, je suis là. Ok, donc oui, juste un mot sur cette question et puis on passera à la deuxième sur cette question. Ouais. J'ai un peu décliné ma vision en fait. Vous, on est d'accord que il faut savoir que c'est vrai qu'il y avait personne de près quand il y a eu révolution. Entre guillemets. Maintenant, est-ce qu'il fallait partir de zéro pour parler vraiment de révolution? Moi, c'est comme ça que je vois. Quand je dis révolution, si je considère le coup d'État de Sankara, d'autres me disent que c'est un coup d'État, moi je dis que c'était une révolution parce que on est à peu près parti de zéro pour vraiment essayer de fonder quelque chose. Et là, actuellement, j'ai l'impression que vraiment on veut faire quelque chose avec ce qui existe là, donc surtout avec l'armée la même armée qui était avec Compaoré. Je ne considère pas du tout l'état actuel des choses comme une révolution. Pour moi, il s'agit simplement d'un coup d'État pur et simple. Ok, je vais y revenir. Mamadou Cissé, on va y revenir. Je vais intervenir rapidement. Oui. Et donc je prends par exemple à Kémo Cissé, que c'est un coup d'État. Bon, je pense qu'en fait, c'est pas un coup d'État en fait. En fait, dans les 15 prochains jours qui vont venir, le colonel ou l'actuel leader de l'armée a bien promis à l'opposition, à la société civile et aux leaders religieux qui restera au pouvoir pendant 15 jours. Et au-delà de ces 15 jours, s'il s'accroche au pouvoir, à ce moment, je parlerai du coup d'État. Et donc, concernant maintenant à la transition pour passer le pouvoir à quelqu'un, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a bien un collège qui a fait foi au colonel d'État. Il s'agit de la société civile, le président du Conseil constitutionnel et les leaders religieux. Donc ces gens-là je pense que ce groupe est bien consultable, plus désigner quelqu'un qui va faire la transition en attendant. Mais bien sûr, l'armée restera là et il verra sur toute la transition. Donc voilà ce que je voulais apporter par rapport à ça. Si, effectivement, oui. Très rapidement, pour clarifier l'agenda actuel du processus. D'abord, le colonel Zida a donné, comme monsieur vient de le dire, des gages devant le chef Moussi pour dire que l'armée est prête à organiser la transition, c'est-à-dire que faire en sorte que le pouvoir parte des mains des militaires pour arriver aux mains des civils. Il l'a dit. Et deuxièmement, aujourd'hui, on a engagé, depuis hier même avec la CEDEAO, des négociations au fin de dégager un président civil qui va gérer la transition. Et ce président civil aura pour tâche d'organiser des consultations pour un gouvernement d'union nationale qui va travailler à rétablir la constitution, parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans constitution. Il faut une base constitutionnelle pour aller aux élections. Parce que la constitution, où est-elle actuellement? Elle n'est plus de mise, elle n'est plus en vigueur. Donc il faut avoir, c'est ça qui se passe actuellement sur le terrain. Ce sera la transition, ce qui se passe sur le terrain, je vous comprends. Et j'ai une tendance vers Kémon, et quand j'essaie de comprendre cette question de révolution et de coup d'État, comment je comprends? Je suis avec lui, pas qu'il n'y a pas eu de révolution, mais que tout simplement aujourd'hui, la révolution est en train d'être usurpée de la main de la population. Effectivement, par rapport à cet agenda que vous dites. Je suis en train, mais non, on va passer par cette question même d'ailleurs. Ce sera la transition. Quand aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui vient, alors qu'au début, personne ne disait, cette même armée, c'est ça mon inquiétude comme le disait, cette même armée qui a limite collaboré, c'est cette armée qui va faire la transition, cette armée qui va organiser les élections comme si de rien n'était. Alors qu'on a 27 ans de dictature. Voilà ma question, c'est sur ça. Bon, il s'appelle Buzz, donc il veut buzzer. Mais on n'acceptera pas que buzzer fille. De fille buzzer taille. Mais Ndiaga, je suis vraiment sérieux. Moi, j'ai une impression. Oui, allez-y. Attends, Kémon, est-ce que c'est la manière qu'on voit la chose, non? Attends. C'est qu'il a CEDEAO. Mais on va y revenir, monsieur. Ouais, allez-y. Attends, on va les écouter, Kémon, parce que moi je comprends ce souci. Monsieur Diédiou. C'est qui la CEDEAO, c'est qui finance la CEDEAO, c'est qui est voilà. Bon, on va pas rentrer dans ces détails très techniques. C'est la France qui le dit en premier ou qui l'impose. Okay. Voilà mon inquiétude en fait. Si je vois aujourd'hui la CEDEAO se lève pour le faire, voilà, c'est des choses sur lesquelles j'avoue que je comprends pas trop. Hein. Mais Ndiaga, moi je suis d'accord. Oui, on va lui donner la parole, Kémon. Mais on a la même inquiétude effectivement. Oui, écoute, moi je pense que mon ami Diouf a été très clair. Je reviens sur la fameuse phrase qui a eu raison d'ailleurs sur Blaise Compaoré. Compaoré, je ne sais même pas comment il s'appelle. Compaoré, bon, j'oublie un peu parce que bon, j'essaie un peu de l'effacer de ma tête. Obama disait que l'Afrique a besoin des institutions fortes, pas des hommes forts. Et lui, il a dit, l'Afrique a besoin des hommes forts, mais pas des institutions fortes. La rue a donné raison à M. Obama.
on a besoin des institutions fortes. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'institution au niveau du pays. La seule chose qui fonctionne, c'est l'armée. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je me pose la question sur la légitimité de l'armée, sur la souveraineté de l'armée. Je me pose la question, une armée ne peut pas exister sans une constitution, sans un parlement. Donc, à la limite, ce qu'on pourrait éventuellement dire, entre guillemets, c'est de voler la victoire du peuple. Mais on ne peut pas parler de coup d'État. Bon, maintenant... On l'appelle comme on veut, mais... Ah non. Effectivement, on l'appelle, non, mais je suis d'accord comme il dit. Non. Mais après, vol ou coup d'État... Non. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Hein. C'est que là, il y a eu une insurrection nationale, démocratique et populaire qui a poussé un chef d'État à la démission. Et ce même chef d'État qui a été exfiltré par l'État français de là où il était. Vous savez, le peuple n'est pas dupe. L'homme fort n'existe pas, mais le peuple fort, oui, existe. Un grand peuple existe. Des institutions fortes existent. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'aider au peuple burkinabé à rétablir les institutions sur lesquelles il va se baser fondamentalement pour organiser d'une manière sereine des élections. Et aujourd'hui, il faudrait travailler sur la transition. Et je pense que le lieutenant-colonel Zida s'est engagé solennellement à la remise du pouvoir dans les jours à venir. Mais aussi... c'est bien, M. Diop. M. Gueye. Alors, je vais prendre ça vite fait, en fait. Parce que moi, c'est vrai qu'il faut bâtir quelque chose, mais qui va le bâtir? C'est ça la question. Pour bâtir quelque chose, il faut des institutions. La référence d'un pays, d'un État, c'est ces institutions et c'est le Parlement. Mais avec quels acteurs aujourd'hui? Mais les acteurs, ils étaient sur le terrain, c'est le peuple. Maintenant, le peuple délègue ce pouvoir-là aux gens qui ont composé cette révolution, c'est-à-dire les associations, les mouvements sociaux, la société civile, les chefs religieux. Mais en ce moment, il y a une grande concertation qui s'effectue au sein du pays. Maintenant, à travers de cette concertation-là, il y aura un comité qui va être organisé. Et ils vont désigner au sein de ce collectif-là un chef d'État, en tout cas transitoire, en attendant de rétablir ces institutions qui vont être une référence pour bâtir quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une feuille de route. Tracer une feuille de route. Mettre les dates également aussi, des engagements. Et je suis intimement convaincu que le monsieur d'aujourd'hui qui assure l'intérim provisoire, que j'appellerai, a une très bonne volonté de remettre cette victoire aux mains de ses protagonistes. Il n'y a pas d'autre alternative si ce n'est que le peuple. Et le peuple seul sera souverain dans cette histoire-là. Okay, mais moi, Ndiaga, c'est juste pour relancer sur une question qui vient de répondre peut-être, mais qui est notre inquiétude. C'est quoi c'est pas pour faire le buzz comme il a dit, mais j'ai peur qu'à chaque fois, la population porte une révolution, qu'à la fin, les révolutions n'aboutissent pas parce que c'est usurpé, parce que c'est volé par une tranche de la population, une frange de la population, que ce soit l'armée, et même ça peut être par ces dirigeants-là. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO community. Donc des feuilles de route par-ci, des agendas par-là, et le peuple dans tout ça, est-ce qu'il ne soit pas oublié dans cette révolution que lui-même apporte? Avant d'en venir à ta question, je vais faire une clarification conceptuelle. On parle de révolution, de coup d'État. En tout cas, c'est lié à la conquête du pouvoir. On peut conquérir le pouvoir par les urnes, donc c'est une élection démocratique, tout comme on peut conquérir le pouvoir par un soulèvement populaire, ce qui est dénommé révolution, comme dans le cas de figure actuellement. Mais l'armée peut prendre le pouvoir. C'est ça un coup d'État. De façon classique, c'est ça un coup d'État. Ce qui s'est passé au Burkina avec devant le processus, les forces vives, la société civile, c'est une révolution. Maintenant, par rapport à l'armée, si l'armée avait opéré un coup d'État, les choses se passeraient ainsi. L'armée aurait dit, j'installe l'état d'urgence pendant tant de jours. Je vais constituer un gouvernement uniquement constitué de militaires et nous allons garder le pouvoir jusqu'à nouvel ordre. Mais tel n'est pas le cas. L'armée est venue et ce n'est même pas l'armée, c'est une partie de l'armée, il faut le dire, parce qu'à un certain moment, le chef d'état-major des armées, c'est lui qui a voulu perpétrer le véritable coup d'État, qui a échoué du fait de l'intervention parce que Zida est allé avec une partie de l'armée rejoindre à la place de la révolution. Et Blaise Sasson-Cela a reculé et a démissionné. Et cette partie de l'armée, où est le colonel, le chef d'état-major? On n'en a parlé plus, ils sont partis. Donc moi je pense qu'il y a des gens valeureux qui sont là, qui ont donné des gages clairement identifiables. Maintenant tu as posé la question de la confiscation. C'est vrai, une révolution a des limites. On ne peut pas
continuellement faire la révolution, c'est-à-dire que oui, il n'y aura pas d'ordre établi. À un certain moment donné, quand on a opéré le coup de balai, il faut permettre aux institutions de se redresser, à d'autres de se mettre en place. C'est le processus actuellement qui est enclenché. Maintenant, moi je pense que la véritable question, ce n'est même pas le choix des hommes. Il y a des questions sur lesquelles il faut y revenir. La question de la Constitution, c'est que à l'origine, généralement en Afrique, nous débattons des faits et non des causes. La cause de tout cela, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions de la Constitution qu'on a voulu modifier pour permettre à Blaise de se représenter. Donc voilà, avec cette nouveauté, ce changement-là, il faut aller à ce que cette disposition soit verrouillée. Comme au Sénégal, nous attendons également que le président Macky Sall revienne sur la parole conformément aux directives des assises nationales pour que l'article 1er de la Constitution qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois, que cela soit définitivement verrouillé un peu partout en Afrique. Et c'est là où j'interpelle l'Union africaine, parce que l'Union africaine a une charte de la démocratie. C'est cette charte qui veut que quand il y a un coup d'État, l'Union africaine, de façon systématique, régit contre ce régime militaire et dit que voilà, nous n'accepterons plus tel pays tant que l'équilibre démocratique n'a été. Et de la même façon, on peut légiférer pour dire que désormais en Afrique, il ne sera plus permis de faire plus de 2 mandats, soit de 10 ans ou de 7 ans. Ça, c'est des questions de fond. La question également de la gouvernance, de la corruption. On peut les combattre par des dispositions qu'on va introduire dans la Constitution, dans la façon de procéder. Il faut également que les forces vives là soient des sentinelles, qu'ils ne fassent pas comme ce qui s'est fait au Sénégal, qu'ils ne soient pas des cooptés, qu'ils ne soient pas plus tard embourgeoisés dans les arcanes du pouvoir comme ce qui se fait au Sénégal actuellement. Il faut qu'ils soient des acteurs de veille et d'alerte continue. C'est ça le fond du débat. Oui, entièrement d'accord avec mon ami Serer Diouf. Il a tout à fait raison. Les véritables démocraties qui sont des références pour nous, c'est les États-Unis et la France. On ne peut même pas dans le rêve, imaginer faire au-delà de 2 mandats. Même pas dans le rêve. Mais comment se fait-il ici en Afrique, les présidents s'inscrivent dans la durée comme si le pouvoir est un patrimoine familial, clanique, communautaire ou tribal qu'on doit sauvegarder coûte que coûte avec le premier cercle d'amis qui sont de l'armée pour voilà, s'il y a un qui bouge, on l'affecte dans une ambassade comme on l'a fait au Sénégal d'ailleurs. C'est fini cette histoire-là. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est un avertissement qui est lancé à l'ensemble de la communauté internationale et particulièrement africaine. On ne peut plus s'inscrire dans la durée et c'est là que vient le schisme, c'est là que va venir la corruption, c'est là que va venir la mauvaise gouvernance, c'est là que va venir la mauvaise gestion. Écoutez, je pense que on a tous les yeux rivés sur Burkina Faso et j'espère tout simplement qu'on va arriver à avoir des institutions fortes. Tout à fait. Pas plus de 2 mandats. On reviendra sur les enseignements. Mas, Lucien et Kémo. Donc effectivement, on va revenir sur les enseignements. Mais moi j'ai une question. Aujourd'hui, on parle de la CEDEAO. On a envoyé Macky, on a envoyé. Quelle légitimité auront ces gens-là alors qu'ils ont laissé 27 ans de pouvoir? Quelle légitimité auront ces gens-là au Burkina Faso? C'est ça ma question, Mas. Vous savez, la CEDEAO, c'est l'économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, chaque État aussi est souverain. La CEDEAO ne peut pas venir dire un État souverain en fonction, n'est-ce pas, en fonction, qui exerce un pouvoir, leur porter une pression ou bien d'envoyer, je ne sais pas, les forces de l'ECOMOG pour leur dire que écarter du pouvoir. Non, chaque État est souverain. Même si je suis pour la limitation des mandats, la CEDEAO est là, je ne sais pas, le but c'était économique. Mais il y avait aussi des forces de l'ECOMOG, mais actuellement qui n'existent plus pour des fautes de moyens. Donc, la CEDEAO n'intervient en général que quand il y a des crises. Mais un pays qui est en fonction, qui est en exercice, ou bien un pouvoir qui est en exercice, la CEDEAO ne peut pas venir quitter le pouvoir. Parce qu'il faudra aussi savoir que dans les chartes de la CEDEAO, il ne peut pas y avoir une communauté qui va venir, je ne sais pas, parachuter des soldats, leur dire que quitter du pouvoir. La CEDEAO intervient. Si vous regardez l'histoire de la CEDEAO, c'est quand il y a des crises que la CEDEAO intervient en général. On a vu dans le cadre de la Sierra Leone, Libéria, on peut en citer beaucoup même. Mais aussi ce qu'il faut savoir, que la CEDEAO est avec le système aussi. Vous n'allez jamais voir qu'il y a des divergences entre la CEDEAO, les États-Unis, l'Union européenne ou la France en général. Ce que la France dit,
c'est en général ce que la CEDEAO aussi, ils ont chaque fois les mêmes positions, ce que la communauté internationale dit. Mais là, ils disent effectivement, ils donnent un délai de 15 jours. Quel sera le poids de la sanction qui pourrait, si jamais au-delà de 15 jours... Voilà, la sanction, comme on le connaît, ça va, et des sanctions économiques, diplomatiques, c'est-à-dire ils vont interdire, ils vont dire que le président qui est en place, qui assure la transition, si ça va être M. Zida qui va exercer le pouvoir, en général, ils vont faire des sanctions économiques, il ne pourra pas voyager dans les pays membres de la CEDEAO de manière générale, par exemple s'il y a des fortes alliés. Il ne pourra pas voyager, il ne pourra pas exercer les différentes rencontres de la CEDEAO ou de l'Union africaine. Quand il a des réunions, il ne pourra pas partir. Mais aussi, j'aimerais aussi un tout petit peu revenir sur le cas de ce qu'on a dit, que ce coup d'État, vous savez, dans la Constitution, normalement, c'est le président de l'Assemblée nationale, depuis que Blaise Compaoré a démissionné, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer les fonctions. Or, celui-ci aussi, c'est incorporé dans la nature. Il a même fui. Donc, pour mieux, le peuple ne pouvait pas accepter qu'un collabo de M. Blaise Compaoré exerce le pouvoir. Il n'y avait aucune chance pour que le président de l'Assemblée nationale exerce le pouvoir. Donc, qui pourrait assurer la transition? Franchement, il faut le dire, ce n'est que l'armée. Et s'il y avait quelqu'un qui intervenait, les populations allaient continuer à manifester. Mais vous savez aussi, on est aussi en Afrique, quand il y a des révolutions, et quand l'armée intervient, en général, ça calme les gens. En général. Les tensions, ça calme en général, surtout sur les populations. En général, ça calme. Maintenant, reste à savoir si pendant les élections, si ce militaire va se présenter comme candidat et qu'il gagne les élections, là, en ce moment, on pourra parler de coup d'État. Là, en ce moment, on pourra parler de coup d'État. Mais comme l'a dit, mon ami, moi aussi, je crois en lui. Et je crois que le fait qu'il voudra confisquer le pouvoir, il va se faire un suicide politique. Et je pense que lui, il en est même conscient. Actuellement, ce n'est plus possible. Ok, merci Mans. Je reviens à Lucien. Tu nous as parlé de la dernière fois de la République du Congo, de Kabila, de tous ces problèmes-là. Et que, donc, ma question, c'est de savoir, mais la CEDEAO, qui aujourd'hui, ou les mois, ne parle pas, il a un peu expliqué, Mans, ne parle pas d'autres questions, ne dénonce pas ce qui se passe dans d'autres pays, de certains dictateurs, mais quand il y a problème, ils interviennent. Tu en penses quoi? Et je crois bien qu'aujourd'hui, comme mon prédécesseur vient de dire, la CEDEAO s'inscrit, comme je dirais, dans le formalisme protocolaire. C'est ça aussi, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. C'est-à-dire, elle reçoit des ordres de l'Union européenne et voilà, vous avez les éléments de langage. Vous allez rencontrer les acteurs politiques burkinabés. Voilà ce que vous avez à dire. Mais on ne sait pas ce qui se passe sous la table. C'est ça aussi notre difficulté. Je voulais aussi souligner un aspect très important. Quand nous parlons de la démocratie en Afrique, mais il faut prendre ça avec des pincettes, parce qu'on ne peut pas comparer la démocratie africaine avec la démocratie européenne. Nous sommes encore dans l'apprentissage. Prenons le cas de nos constitutions. Nos constitutions de l'Afrique francophone sont rédigées où? Je prends l'exemple, la constitution de mon pays a été rédigée en Belgique, à l'université de Liège. Pour votre information, la constitution tunisienne qui venait d'adopter pompeusement, mais cette constitution a été rédigée ici en France. Il y a un professeur constitutionnaliste, il enseigne ici à Lyon. Il disait aux amis, voilà, nous sommes en train de rédiger la constitution de la Tunisie. Et raison pour laquelle, lorsqu'on voulait, on a adopté ça, François Hollande est descendu. Donc aujourd'hui, devant cette crise burkinabé, c'est mieux ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là parce que c'est la jeunesse africaine, nous émettons nos idées, c'est bien. Mais il y a un problème sérieux parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore indépendante. Aujourd'hui, si la délégation de la CEDEAO est arrivée à Ouagadougou ce matin, c'est parce qu'ils ont reçu une feuille de route. Cela peut être efficace étant donné que le Burkina Faso est un pays souverain. Le Burkina Faso est un pays souverain. Aujourd'hui, au niveau des dispositions constitutionnelles, est-ce que ces dispositions sont applicables? Je vous dis non, parce que l'Assemblée a été déjà dissoute. Je reviens, excusez-moi si vous allez me permettre, je dis que pour moi, même si la CEDEAO joue aujourd'hui à sapeur-pompier, je n'attends pas vraiment un résultat escompté, parce que l'avenir Burkina Faso est entre les mains du peuple burkinabé lui-même, avec ses acteurs politiques, la société civile, les représentants de l'opposition, les chefs traditionnels et des religieux. Ce sont eux qui vont se rassembler, donner une impulsion à leur État.
Ça dit, mais comme j'avais souligné tout à l'heure, mettre les intérêts personnels de côté, voir l'intérêt supérieur de la nation. Si vous me permettez, je voudrais revenir sur ce que nous avons parlé tout à l'heure. Il s'agit de coup d'État ou de la révolution. Parce que si nous commettons des erreurs, il y a beaucoup de gens qui nous suivent et que nous n'arrivons pas à expliciter nos positions. C'est pas très dangereux, mais ce n'est pas bien dans la mesure où les gens ne vont pas comprendre. Mais comment j'avais entendu un géopolitologue avait dit ça, est-ce que c'est vrai? Je crois bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face parce que tout le monde en parle. Même les gens qui ont plus de l'expérience que nous, ils disent que c'est un coup d'État. Pourquoi c'est un coup d'État? Je dis bien, moi je souligne, je dis bien, il y a eu un coup d'État dans la révolution. Parce que si on définit un coup d'État, c'est la prise du pouvoir dans une minorité grâce à des moyens non constitutionnels proposés par surprise. C'est ce qui s'est passé à Ouagadougou. Mais dites-nous maintenant, qui pourrait prendre le pouvoir quand Blaise est démissionnaire? Je vous dis, mon cher, que c'est une partie de l'armée qui est allée rejoindre la majorité. Lucien, bon, on va s'entendre. Est-ce que le printemps arabe, ce qui s'est passé jusqu'à l'arrivée des frères musulmans au pouvoir en Égypte, est une révolution égyptienne? Et pourtant, le président actuel de l'Égypte, c'est M. Sisi, qui a été scandé sur la place de la révolution en Égypte. Bon, avec même des élections. Puis voilà, maintenant, il a été élu démocratiquement, il a troqué sa cravate, enfin, je sais pas, ses galons pour un truc. Bon, moi, je pense que là, c'est vraiment une question de la sémantique. Bon, je pense que considérons comme on veut, mais en tout cas, c'est une insurrection démocratique nationale et populaire. Bon, maintenant, en ce qui concerne la CEDEAO, bon, il faut dire simplement, quelqu'un qui a su définir, bon, c'est un club de chefs d'État. Bon, quand il y a un chef d'État qui est mort, avant de l'enterrer, avant de l'enterrer quand même, il faut mettre les formes. Bon, maintenant, mais je pense quand même, il faut que les gens comprennent une chose. La population de Burkinabé ont dépassé. Ce matin, j'ai écouté les jeunes, l'équivalent de Y'en a marre, à Kédougou, Burkina Faso. Ils sont sur autre chose. Non, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, s'il faut revenir sur la place de la révolution, pour continuer la révolution, on le fera. Pour l'instant, Blaise est parti. On n'y croyait pas, on ne pouvait même pas l'imaginer. C'est fait. On attend la transition. Maintenant, si la gestion de la transition fait défaut, eh bien nous, on va se manifester encore. Je pense que maintenant, laissons le temps au temps. Hein, CEDEAO. Je suis d'accord. On n'a pas encore écouté, ou bien la junte au pouvoir encore présenter une feuille de route chronologique. C'est ce que nous attendons. Ce matin, comme il y a un ultimatum. Donc, on va revenir à la question. On revient, oui, sur l'actualité. Moi, je pense que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en plein. Celui-là, il dit que non, l'armée n'a pas donné de feuille de route avec des dates précises. Mais justement, ce n'est pas le rôle de l'armée. Ils sont en négociation. Je vous ai dit ici que même la durée de la transition est en train d'être négociée. On est en train de voir quel est le meilleur profil pour avoir un président. Ça, c'est pas une feuille de route. Quand ce président sera choisi, il va avoir un agenda pour des consultations, pour organiser un gouvernement d'union nationale, rétablir la constitution et permettre que l'on parte à des élections pour définitivement mettre à pied d'œuvre le processus démocratique. Moi, je crois que c'est assez clair, quoi, comme feuille de route. Les gens, ils sont ici, ils sont là, ils prêchent une chose et son contraire. L'armée a opéré un coup d'État parce que c'est l'armée qui gère seule. Pourquoi l'armée n'a pas de façon solitaire dit ceci ou de ça? Non, c'est un processus qui est en train d'être mené de façon participative et inclusive, quoi. Il y a des négociations, des pourparlers. La CEDEAO, c'est vrai, il y a les dessous de table. Il y a des questions qu'il faut poser sur la table, les questions stratégiques. Vous pensez, mais Blaise, quand il faisait ces conneries, mais personne n'a parlé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une pièce maîtresse dans le dispositif sécuritaire au niveau du terrorisme dans le Sahel. Il arrange la France, il arrange les États. Si, je sais que ce dont je parle aujourd'hui. Mais pourquoi l'Union africaine n'a... Parce que effectivement, il y a ce que l'on appelle la question de la non-ingérence quand un président est élu, parce que jusqu'à ce qu'il démissionnait, jusqu'à ce qu'il avait pour volonté de tripatouiller la Constitution, il avait été démocratiquement élu, il faut le dire. Donc ses pairs se verraient mal aller dire quoi que ce soit à Blaise. Donc pour des principes de non-ingérence, on a laissé faire. Mais quand il a voulu tripatouiller la Constitution, là tout le monde devait se démarquer de ce processus. C'est pourquoi... Monsieur Diouf, sans vous couper, moi je pense quand même il faut un peu rétablir les choses. Même en étant président, il y a Obama qui lui a donné un avertissement,
n'a pas voulu écouter. Il y a François Hollande qui lui a proposé une sortie honorable en lui trouvant une cachette dans les institutions internationales. Il n'a pas voulu. Donc, il n'a fait que récolter ce qu'il a semé. Il ne peut pas aussi. Je suis d'accord. C'est vrai que vous, avec vos références, vous avez parlé de De Gaulle, j'ai laissé passer. Vous avez parlé de Mitterrand, de Obama. Mais en tout cas, c'est les spectres qui reviennent, quoi. De Gaulle, nous connaissons son histoire de la boule avec Thomas Sankara et tout le rôle qu'il a joué dans l'assassinat de... Bon, Mitterrand, le discours de la boule et tout ça, la colère de Mitterrand et tout, c'est pas des références ici. Mais c'est vrai que je comprends le sens de votre propos. Mais je dois dire, aujourd'hui, il y a eu une révolution qui a été menée. Jusqu'à présent, je doute que ce que les gens veulent nous faire comprendre soit la réalité. Les Burkinabés ont entièrement confiance pour le moment au processus. Parce qu'il n'y a pas eu de manifestation et aujourd'hui, toutes les couches, les parties prenantes qui étaient au devant de la révolution sont en train de partager la table de négociation des parties prenantes du processus. Maintenant, des gens peuvent être en Pologne pour dire que voilà, cette armée-là, il y a la France qui est derrière. Non, soyons sérieux et considérons les réalités qui sont sur le terrain pour un débat sérieux. Mais Ndiaga, oui, tu cites des gens. Alors, les gens qui sont en Pologne ou ailleurs, c'est... J'ai pas dit, moi je suis de la Pologne, moi j'ai pas dit que... Non, il n'a pas dit la Pologne. Moi j'essaie d'analyser la CEDEAO, de définir c'est la CEDEAO, le rôle de la CEDEAO, quand la CEDEAO intervient, est-ce que la CEDEAO peut intervenir dans un état, un exercice? Ok, tout à fait. Mas, oui, non, c'est une manière de... Oui, mais on va y revenir sur ça. Quand il y a un président qui est en exercice, effectivement, il est difficile de faire l'ingérence, de parler, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour finir, parce qu'on a presque puisé le temps, pour finir, est-ce que les enseignements pourront tirer, est-ce qu'ils peuvent avoir des chartes au niveau de la CEDEAO, de l'Union, pour dire finalement, 2 mandats, la question a été abordée un peu par Mouché Gueye, notamment par tout le monde, de dire, désormais, il y a une charte de démocratie qu'il faudra respecter. Est-ce qu'il faut 2 mandats? Effectivement, est-ce qu'on peut le respecter aujourd'hui? On peut le dire, tout en sachant bien sûr qu'il y a des pays qui n'ont pas encore fait cette transition qu'on a connue aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible pour la CEDEAO d'imposer ça à l'Afrique? 2 mandats ou de finir avec des vieux comme Paul Biya, ainsi de suite. Je vais commencer par Lucien. Je veux dire quelque chose d'important. La CEDEAO ne peut pas... On arrive. Lucien, une minute. La CEDEAO ne peut pas faire ce que nous lui demandons présentement. Peut-être dans une autre moindre mesure, l'Union africaine. Pourquoi la CEDEAO ne peut pas? Parce qu'il y a une communauté économique et non une communauté politique. Ce que l'Europe a, l'europolitique qui légifère. Parce qu'aujourd'hui, il y a les dispositions régionales, sous-régionales, continentales qui sont au sommet de nos normes, de la hiérarchie de nos normes juridiques. Mais la CEDEAO ne légifère qu'en matière économique. Peut-être il faudrait aller vers une CEDEAO politique, qui légiférerait pour des cas politiques. Parce que ce cas, il est éminemment politique. Maintenant, l'Union africaine peut prendre des résolutions pour dire que désormais, tel que nous l'avons dit, il ne sera plus toléré plus de 2 mandats. Que ces 2 mandats soient des mandats de durée de 5 ans ou de 7 ans, c'est selon c'est au pays d'en décider, mais que l'on ne fasse pas plus de 14 ans au pouvoir, ok? Donc maintenant, ça, il faut pas compter sur l'établissement des chefs d'État là qui sont réunis au niveau de ces instances, parce que c'est eux qui ont le pouvoir et ils veulent que rester le plus longtemps au pouvoir. C'est un combat démocratique qui doit se poursuivre et tous les Africains doivent mener ensemble ce combat. Les forces citoyennes doivent également regagner ce combat pour se mobiliser, pour imposer ce progrès-là à nos gouvernants, à nos politiques, pour que cela soit une réalité dans notre architecture juridique et dans notre système politique. Lucien, oui, vous avez entendu Lucien? Je suis d'accord avec ce que mon prédécesseur vient de souligner. La CEDEAO, c'est un organe économique, une organisation plutôt économique. Je m'attendais à ce que vous me posiez la question sur l'Union africaine, parce que c'est la question qui a été posée. Mais comme, avec l'évolution du temps, ce matin, on a vu une délégation de la CEDEAO à Ouagadougou. Directement, nous sommes tombés là-dedans. C'est pas mauvais, c'est tout à fait juste et normal. C'est bien parce qu'il faut d'abord parler de l'Union africaine. Comment l'Union africaine fonctionne? L'Union africaine, c'est une organisation, comme on dit, l'organisation de l'Union africaine, c'est pour les Africains. Est-ce que l'Union africaine fonctionne comme l'Union européenne? Je dis non. Parce que nous voulons copier les modèles européens. Les modèles européens fonctionnent alors que notre modèle africain stagne. C'est ça aussi le problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tous les pouvoirs en elle. Aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que l'Union africaine ne peut pas adopter des dispositions, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était l'OIA. Ils ont déjà adopté une résolution comme quoi si un chef d'État, un individu arrive au pouvoir par un coup d'État, son pouvoir ne sera pas reconnu. Mais
dans la pratique, on a vu que même si c'est lui qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État n'est pas reconnu par ses pairs africains, il continue à diriger les pays. C'est juste pour dire que chaque État africain est souverain et chaque État africain est libre de conduire ses propres institutions selon ses normes. Je vous donne un exemple du cas de la République démocratique du Congo. Ils ont voté la constitution par la voie référendaire en 2005. Il y avait des dispositions comme quoi le président doit faire 2 mandats non renouvelables. Le président, l'actuel Joseph Kabila, a été élu de son challenger Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui à la CPI. Arrivé en 2011, il a modifié une disposition constitutionnelle. Au lieu que les élections se passent entre les 2 tours, il a supprimé, dit que voilà, il y aura l'élection présidentielle sur un seul tour. Alors, il a gagné. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a un sérieux problème parce que le Parlement veut déverrouiller une autre disposition qui stipule que le président doit faire 2 mandats non renouvelables. Donc vous voyez, il y a un sérieux problème chez les Africains. C'est-à-dire, la question du pouvoir n'est plus une question démocratique, mais c'est une question de vie. Les gens veulent toujours s'éterniser au pouvoir. Alors, quand vous me posez la question, est-ce que l'Union africaine doit faire quelque chose? Je dis, pour moi, je suis vraiment sceptique. Et je crois bien, comme mes prédécesseurs viennent de dire, les problèmes reviennent au peuple africain lui-même. Comme on a vu avec les peuples burkinabés, dire non, stop, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une modification et un tripatouillage constitutionnel. Et aujourd'hui, comme on dit toujours, nous parvenons à orienter notre société. Dès lors que le peuple s'est soulevé, le monde entier a été suivi pour dire voilà. Et je crois qu'il y a un sérieux problème là. Donc aujourd'hui, il y a des idées pertinentes, dire que voilà, c'est à nous aujourd'hui, le peuple africain, de dire que voilà, si un président est élu, fait 2 mandats, c'est bon, il ne peut plus encore remplir un 3e mandat. C'est tout à fait normal, mais il faut que cela soit applicable. Parce qu'on dit, entre les dire et les faire, en Afrique, il y a vraiment un fossé d'effondrement. Voilà ce que je peux donner comme ma contribution. Merci Lucien, toujours pertinent en tout cas avec cette situation. Mais Mamadou Cissé qui est là, qui va intervenir. Écoutez, ça fait un bon moment, j'ai écouté les différents intervenants. Je pense qu'il y a une certaine convergence sur le fait qu'on ne peut plus au Burkina parce que M. Zida est bien conscient que, je pense qu'il a très bien pris les leçons de ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Quand M. Camara a une fois voulu s'approcher au pouvoir, il a bien vu la particularité. Je pense qu'il en est bien conscient et j'en suis sûr que là, les négociations sont en cours et bien sûr, il y aura quelqu'un de la société civile qui va prendre les rênes du Burkina Faso et je leur souhaite je souhaite que cette personne puisse mener le pays à bien. Maintenant, concernant la question sur tout ce qui est CEDEAO et aussi l'ONU, je pense que moi personnellement, je crois pas en de telles organisations parce que même l'organisation des Nations Unies qui est là, qui devait payer sur le monde entier, n'est pas capable de jouer son rôle. Donc je vois pas comment on peut parler de la CEDEAO ou de l'OUA. Aujourd'hui, si on dit à l'OUA de mettre des règles, de fixer des règles qui permettront aux différents présidents de rester 2 ans, 3 ans, j'en suis sûr que ça marchera jamais. Parce qu'il y aura toujours des alliés qui vont se consulter, qui ne seront pas d'accord, il y aura toujours des votes. Vous voyez bien comment ça se passe à l'ONU avec les droits de veto. Il n'y a rien qui marche dans de telles organisations. Je crois en une aujourd'hui. Je sais que l'Afrique est en marche et ce processus de 2 mandats, de 5 ans, je pense que ça va s'établir naturellement dans tous les pays. Ce qui est dommage en Afrique, c'est pas que les présidents veuillent s'accrocher au pouvoir, mais c'est les Africains qui n'ont pas atteint. Excusez-moi, j'insulte tout le monde peut-être, mais c'est les Africains qui n'ont pas. Je pense que c'est les Africains qui n'ont pas atteint cet état de conscience qui est la citoyenneté et qui devront. En d'autres termes, je veux dire que c'est pas le président en soi souvent qui veut s'accrocher au pouvoir, mais ce sont ses amis qui sont supposés être des intellectuels. Je pense qu'il y a Lucien qui disait tout à l'heure que la constitution tunisienne a été rédigée en France. Ça, d'une part, c'est normal parce que quand on écrit une constitution, il faut consulter les experts. Je pense que le professeur qui disait que ouais, j'écris la constitution tunisienne, il veut juste faire sa propre pub, mais c'est normal qu'on consulte les experts. Et sur ça aussi, ce qui est dommage, j'ai un cousin qui me disait tout le temps, mais Mamadou, comment se fait-il que vous, les Africains, lui, je vous signale qu'il n'a jamais été à l'école française, mais il me dit, je ne comprends pas une chose. Comment se fait-il que vous, les Africains, vous allez dans les mêmes écoles que les Européens, et ces Européens, à chaque fois que vous avez des réunions ou des négociations avec
vous, c'est eux qui dominent. Donc pour dire que c'est dommage que l'Africain soit comme ça, c'est dommage qu'on laisse tout à l'Europe. Donc bref, donc je reviens sur le fait que l'OUA puisse ou pas intervenir dans les pays. Je pense que c'est quelque chose qui peut pas être possible. Je pense que la marche des pays et les changements dans les pays et l'établissement des pouvoirs dans les pays et leur durée, je pense que cela va être pris en charge par les populations, mais c'est une question de temps. Mais c'est sûr que ça finira par s'établir. Parce qu'une fois qu'un président voudrait s'accrocher au pouvoir, j'en suis sûr que les populations lui diront arrête. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Modou Cissé, merci. En tout cas, c'est gentil de participer à ces émissions. Ça fait la deuxième fois. Merci à toi. On va continuer, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Malheureusement, ce sera la fin. Peut-être, comme on dit, un dernier mot par rapport à cette question, les enseignements à tirer. C'était la question. Est-ce que c'est bien pour l'Afrique? Est-ce que, comme on a dit, ça va régler le problème? Ça va être un peu compliqué dans des autres pays comme le Sénégal d'ailleurs qui ont déjà fait. Est-ce que maintenant, définitivement, on va bloquer la chose pour dire c'est fini, mandat de 5 ans ou de 7 ans, c'est fini, que ce soit clair dans la tête? Ça, c'est un enseignement à tirer. Mais est-ce que ça va être pour beaucoup de pays africains, je veux dire? Mas, oui, tu vas intervenir? C'est que, par exemple, je veux dire, il faut que ça se commence par un pays. Quand on veut généraliser l'Afrique, c'est une entité différente. Il faut que ça se commence par un pays qui doit montrer un exemple fort, tout et autres, avec des institutions très fortes. Et maintenant, quand ça marchera, c'est fort possible que les autres copient. Mais quand on veut généraliser, même en tant que panafricaniste, mais je sais que ça ne va pas du tout être facile avec les 54 pays. Et maintenant, comme par exemple, vous l'avez dit, la limitation des mandats, je suis pour ça. Mais je sais que, vous allez dire, même l'Union africaine va dire qu'il faut qu'il y ait la limitation des mandats. Vous savez, en Afrique, il y a des constitutions qui ont des articles qui disent qu'il n'y a pas de limitation de mandat. Et j'espère que dans le cas du Zimbabwe, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas imposer à ce peuple de limiter votre mandat. Vous savez encore, cette entité de l'Union africaine, beaucoup de présidents qui y sont, malheureusement, ils ne sont pas démocrates. Ils ne sont pas démocrates, ils ne veulent pas cette démocratie pluraliste ou bien cette démocratie alternative. Donc, il y a tout ça, quoi. Vous allez essayer de mettre ce problème. Un certain Paul Kagame, il va essayer de bloquer ça. Ou Paul Biya, il va essayer de bloquer ça. Dans les autres pays, comme je vous l'ai dit, c'est sûr qu'il va y avoir des pays qui vont prendre l'exemple du Burkina Faso. D'ailleurs, même au Congo, il y a même un mouvement qui c'est en train de se préparer pour dire que pourquoi pas nous. Donc, il va y avoir des pays où ça va passer. Là. Ils vont faire des révolutions. Malheureusement, il va y avoir des pays, ça ne passera pas. Merci. Merci, Mas. Donc, oui, monsieur Gueye, oui. Je pense que, en tout cas, le débat est très, très passionnant. Et c'est vrai que l'Afrique souffre de tous les maux qu'on peut imaginer. Il y a un nouveau vent qui est parti déjà depuis quelques années en Afrique du Nord et qui se développe en Afrique noire. Ça, personne ne peut l'empêcher, ce vent qui circule. Maintenant, si je dois me prononcer par rapport aux résolutions, en tout cas, la gestion de ces crises-là, j'exhorte aux armées africaines de rester souveraines. Je disais que j'exhorte les armées africaines d'être souveraines. Une armée doit être au service du peuple, pas contre le peuple. L'armée doit être à côté du peuple, mais pas pour un chef d'État. Donc ces insurrections qu'on a vécues au Burkina Faso vont probablement se répandre comme de la poudre dans tous les pays africains, mais il faut que l'armée prenne conscience. Ils ont un rôle extrêmement grand à jouer en ce moment-là. Il ne faut pas que l'armée se mette contre le peuple. L'armée doit être vraiment du côté du peuple. Je ne peux pas imaginer qu'un militaire qui prenne son arme et qui dresse ça contre un citoyen du peuple et tirer sur lui au nom de la satisfaction des caprices d'un homme, qui plus est même qu'un homme d'État. C'est pas normal. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adjo News Radio. Babacar, Buzz, Diedju et ses chroniqueurs, 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adjo News Radio. Participez par Skype en tapant Adjo News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Réumi Kawo total.